On parle souvent du yoga comme d'une pratique millénaire, héritée directement de sages indiens il y a plus de 3000 ans. Mais si je te disais que le yoga que tu pratiques aujourd'hui sur ton tapis, celui avec le legging rose, le chien tête en bas et les playlists Lofi, n'a même pas 100 ans. Hello, moi c'est Maya et ma passion sur les réseaux en dehors de la kinésithérapie et du yoga, c'est d'apporter des paillettes dans ta vie. Et aujourd'hui, je le fais en te racontant la véritable histoire du yoga. Alors pour comprendre ce que le yoga est devenu, il faut revenir à ce qu'il était. Les premières traces de ce qu'on appelle aujourd'hui yoga apparaissent dans des textes fondateurs de la pensée indienne. Parmi eux, on retrouve les Upanishads, rédigés entre le 8e et le 6e siècle avant nos terres. Il y a quand même assez longtemps. Ce sont des textes philosophiques, puissants, poétiques même, qui parlent de la nature de l'âme, donc qu'on appelle Atman en sanskrit, qui est la langue utilisée en yoga, de l'univers, Brahman, et de la façon dont l'être humain peut s'unir à quelque chose de plus grand que lui. Le mot yoga, qui signifie littéralement union, y fait alors son apparition. Mais il n'est pas du tout question de posture. On parle plutôt d'introspection, de discipline mentale et de libération de l'âme vers plus grand que soi. Plus tard, dans la grande épopée du Mahabharata, rédigée vers -400, on trouve aussi des références à ce yoga. Là encore, on parle de concentration, de détachement, de maîtrise de soi. L'un des passages les plus connus, la Bhagavad Gita, vraiment texte emblématique de la culture yogique, je te conseille de le lire, présente même le yoga comme un art de vivre. Agir sans s'attacher aux résultats, cultiver l'équanimité, rester centré. Et puis vers le 2e siècle avant notre ère, Patanjali, retient son nom, compile les fameuses Yoga Sutras, le texte fondateur du yoga par excellence. C'est une sorte de manuel philosophique qui définit le yoga comme un chemin à 8 branches. Chacun des mots est important. On aura la première branche qui sont les yamas, donc les valeurs éthiques d'un yogi, les niyamas, la discipline personnelle, le pranayama, la respiration, dharana, la concentration, dhyana, la méditation, samadhi, l'extase, l'union avec l'universel, et quelque part au milieu de tout ça, on a les asanas, nos postures. Sauf que asana, à ce moment-là, ne signifie pas posture de yoga, comme on l'entend aujourd'hui. Ça veut juste dire être capable de s'asseoir confortablement, longtemps, pour méditer. Donc il n'y a pas de salutation au soleil, pas de vinyasa, pas de yoga sculpt. Le yoga à ce moment-là est vraiment une voie spirituelle, une philosophie, une pratique exclusivement intérieure. Et en plus, c'est vraiment réservé à que certaines personnes. Il faut attendre le Moyen Âge, entre le 10e et le 15e siècle, soit 1700 ans après les Yoga Sutras dont on vient de parler, pour voir apparaître quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on associe aujourd'hui au yoga, le Hatha Yoga. C'est là qu'il apparaît. Mais même là, c'est une pratique marginale, réservée à des ascètes masculins itinérants. Les postures, asana, existent, oui, mais elles sont peu nombreuses et souvent symboliques. Leur but n'est pas d'assouplir nos ischio-jambiers et d'ouvrir le dos ou d'ouvrir les hanches. Elles servent à purifier le corps, à canaliser l'énergie vitale, qu'on appelle prana, à préparer le terrain pour la méditation et l'éveil spirituel. C'est vraiment la pratique physique pour les nuls en méditation. Les postures, elles sont imaginées pour calmer le corps, des récalcitrants et le permettre d'arriver à réussir à se poser en méditation, ce qui était vraiment le but ultime. Autrement dit, le yoga, depuis plus de 2000 ans, n'a quasiment rien à voir à ce qu'on appelle yoga aujourd'hui. C'est en 1893 qu'il y arrive une vraie bascule, à la fin du 19e siècle. Donc c'est en 1893 qu'un moine indien nommé Swami Vivekananda est invité au Parlement mondial des religions à Chicago. C'est vraiment un moment charnière. Imaginez à l'époque un homme indien qui monte sur scène en habit traditionnel, saluant l'assemblée d'un frère et sœur d'Amérique. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us.
livrant un discours bouleversant sur l'unité des religions, la tolérance et le yoga. Mais attention, encore une fois, le yoga dont il parle n'a rien de physique. Vivekananda présente une pratique spirituelle, intellectuelle, presque scientifique, qui consiste à discipliner l'esprit et à explorer la conscience. Pour beaucoup d'Occidentaux présents ce jour-là, c'est la première fois qu'ils entendent parler de yoga et ils sont fascinés. Mais pour l'instant, personne ne bouge encore sur un tapis. Il faut attendre les années 1920-1930 pour que tout s'accélère. En Inde, le pays est encore sous domination britannique. Donc l'idée pour les Indiens d'avoir un peuple fort, un corps sain, devient un symbole politique et identitaire pour renverser le pouvoir sur place. C'est seulement dans ce contexte qu'un homme va bouleverser l'histoire du yoga et il s'appelle Krishnamacharya. Krishnamacharya, que l'on surnomme le père du yoga, n'est pas seulement un maître spirituel. Il est aussi passionné par la gymnastique, les arts martiaux, la culture physique. Et dans son école de Mysore, Mysore étant une ville d'Inde emblématique du yoga, il mélange tradition indienne, exercice européen, entraînement militaire et posture de hatha yoga pour créer quelque chose de totalement nouveau. Un yoga dynamique, structuré et postural. Les salutations au soleil, enchaînement dynamique de postures présent dans la plupart des cours de yoga actuellement, naissent à cette époque, directement inspirés de gymnastique suédoise et d'exercices d'éducation physique. L'idée d'un enchaînement fluide, synchronisé à la respiration, naît ici. Et le yoga moderne commence à prendre forme. Et au fil des années, parmi les élèves de Krishnamacharya, 3 noms vont marquer l'histoire. Premièrement, Patabi Joyce, qui crée l'Ashtanga Yoga, une de mes pratiques préférées, une pratique intense, répétitive et extrêmement athlétique. On a aussi BKS Iyengar, qui lui développe le yoga Iyengar, vraiment un yoga thérapeutique centré sur l'alignement du corps. Et surtout, mon âme de féministe est ravie, on retrouve Indra Devi. Indra Devi, d'origine russe, est une pionnière. Dans les années 1940, elle ouvre un studio à Los Angeles et devient la professeure des stars d'Hollywood. Greta Garbo, Gloria Swanson, Marilyn Monroe viennent suivre ses cours. C'est grâce à elle que le yoga franchit définitivement les portes de l'Occident et s'ancre dans la culture populaire. À partir de là, le yoga n'est plus seulement une discipline spirituelle venue d'Inde, c'est une pratique tendance, glamour, associée à la jeunesse, à la santé, à la beauté, comme on le voit aujourd'hui finalement. Les décennies suivantes voient le yoga se transformer encore, bien sûr. Dans les années 60-70, il séduit des nouveaux mouvements. Les mouvements contre-culturels et spirituels en quête d'alternatives à la société industrielle. Clairement, on parle des hippies. Dans les années 80-90, il s'associe au bien-être, à la relaxation et au fitness. Et à partir des années 2000, il devient une véritable industrie mondiale. Studio à Shangkwangru, notamment en Amérique, leggings techniques et roses, retraite de luxe, applis sur nos téléphones. Et d'ailleurs, Maison Pim est la meilleure application en France de yoga. Aujourd'hui, des centaines de millions de personnes pratiquent le yoga. Mais très peu savent que la forme qu'elles connaissent, posturale, fluide, codifiée, est une invention récente. Une invention du XXe siècle, d'il y a même pas 100 ans. Alors, concernant la question de base, est-ce que le yoga n'existe que depuis 100 ans? Oui et non. Oui, parce que le yoga que nous pratiquons aujourd'hui, celui qui occupe nos tapis, nos réels Instagram, est une création complètement moderne, né dans un contexte politique, culturel et social très particulier et devenu un outil marketing. Mais non aussi parce que l'esprit du yoga, lui, est bien plus ancien. On sait que quand on plonge dans le yoga, on ne le pratique pas juste pour le physique, mais également pour toute la dimension spirituelle qu'il y a derrière. Depuis les Upanishads jusqu'à la Bhagavad Gita, des ascètes du Moyen Âge jusqu'à Krishnamacharya, il y a toujours eu une quête derrière, celle d'unir le corps, l'esprit, le souffle, celle de trouver la paix intérieure au milieu du chaos. Alors peut-être que la question n'est pas de savoir si le yoga est authentique et moderne. Peut-être que la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche à travers lui, comment on le pratique, parce qu'au fond, que ton chien tête en bas ait été créé dans un palais Mysore en 1930 ou dans une grotte himalayenne il y a 2000 ans, s'il t'aide à respirer un peu mieux, à te sentir un peu plus vivant, à te relier à toi-même,
alors il porte toujours l'essence du yoga. Donc je te souhaite une excellente pratique à la maison de Pim. Bisous. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à connecter avec moi sur les réseaux sociaux ou à rejoindre Maison de Pim App, l'application la plus pailletée du marché, avec tes 7 jours d'essai gratuits.